Ensuite, autre actualité, bah, c'est les financements de VC dans le secteur crypto qui ont énormément baissé en 2023. Alors, reprenons un petit peu le contexte. Il faut savoir que les montants affichés, c'est en millions de dollars. Ok, donc quand il y a marqué 30, en réalité 33 milliards de dollars, bah voilà, un bull run, t'as le bull run où les gens ils ont envie de placer des billes, t'as l'après bull run où ils ont encore plus envie de placer des billes, et puis le bull run il commence à être un peu lent, bah ils ont moins envie de placer des billes, tout simplement. Et surtout que tu vois que ça lag, hein. Parce que en soi, le top, on l'a eu en 2021. Faut que je regarde. Mais le top, on l'a eu en fin 2021. Et tu vois que les financements de 2022 explosent, quoi. Donc, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que, en fait, les VC lag. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie de prendre de risques quand c'est peut-être là où ils ont le meilleur risk-reward. Et quand tout part en mode euphorie verticale, etc., c'est là où aussi on voit les plus gros financements. Donc après, évidemment, il y a des choses qui ont été financées en 2022 qui vont sortir en 2024 ou qui sont sorties en 2023. Donc évidemment, il faut prendre ça en considération. Mais il ne faut pas oublier que ces VC-là qui ont investi en 2022, ils ont investi à avec des valorisations de bull market en réalité. Donc il y a plein de VC qui se sont fait rect et je pense que 2023 leur a fait vraiment mal. Enfin, 2022 surtout. Et que du coup là on a vu, je sais pas si tu peux aller voir vite fait sur DeFi Lama, sinon je le montre sur mon écran, mais sur DeFi Lama t'as un truc avec fundraising, tu tapes peu importe, hein, fundraising, excusez-moi, ouais, premier, et là tu vois les financements, juste en haut regarde le graphe, en vrai. Okay. Remonte un tout petit peu pour qu'il soit au-dessus de notre cam. Voilà, nickel. Et tu vois que seulement maintenant, fin 2023, ça se réactive, alors que BTC est passé de 15 000 $ à 45 000 $. Donc tu vois qu'il y a un lag en général de 6-8 mois. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que historiquement, lorsqu'on commence à avoir donc une baisse et une baisse donc des levées de fonds et qu'on trouve un certain plateau, dès qu'on commence à avoir une réaugmentation, donc des levées un peu plus élevées qu'auparavant, en général, on a un bull market qui suit. Donc après, on n'a pas assez d'occurrences pour véritablement juger, mais c'est un peu ça qu'on peut remarquer historiquement. Donc, toujours du lag et prenez ça en considération. Et il y a un autre truc à prendre en considération aussi, c'est que ils se sont bien gavés pendant le bull run de 2021, donc ils avaient plein de cartouches. Ils ont envoyé plein de leurs cartouches en 2022, et puis au bout d'un moment, ils étaient un peu à sec aussi. Parce que quand tu t'es placé et que tu t'es locké pendant. Mais c'est pas ça le principal problème en vrai. Le principal problème, c'est leur limited partners. Je sais plus si c'est limited partners ou liquidity provider, bref, peu importe leur LP, donc en gros les investisseurs des VC qui, je pense, ont été frileux parce qu'on parlait quand même de récession aux États-Unis, on avait quand même une inflation forte, on était payé grassement par l'État américain pour leur donner de l'argent, donc pourquoi prendre du risque quand t'as un risque de récession et que l'État américain te paye beaucoup. Donc le cash valait cher. Et là, je pense qu'on va arriver dans une phase où probablement pivot de la Fed, baisse des taux, l'argent coûte moins cher, on a plus envie de le dépenser, parce qu'on peut plus facilement aussi l'emprunter. Et puis derrière, c'est un cercle vertueux qui fait que en fait, les gens prennent de plus en plus de risques jusqu'à arriver à une nouvelle augmentation des taux, etc. Et puis voilà, dans les grandes lignes. Toutes ces chaînes qui sont sorties et qui vont commencer à débloquer du jeton, tout ce fric qui va pouvoir être revendu sur les marchés. Ça me fait tellement peur. On a un an devant nous. Hein. Je regardais, je crois que c'était Celestia que je regardais. Je crois que j'avais regardé comme toi. J'ai regardé il y a 24 heures ou 48 heures max. Celestia, c'est novembre 2024. Ouais, en gros, je me dis on a un an d'upside sur Celestia. Après, je pense qu'on pourra toujours avoir de l'upside, hein, évidemment, parce que même avec de la libération de jetons, si t'es en bull market, ça va. Mais c'est quelque chose à prendre en considération. Tu vois, on a suivi, c'est juillet 2024, juin-juillet 2024. Ouais, voilà, je prends des VC chain au hasard, mais vous voyez ce que je veux dire, les gars. Hein, on va regarder c'est, effectivement. Je regarde juste Aptos avant. Aptos, là, ça commence à envoyer bien comme il faut. Mais voilà, en fait, tout ce fric-là qui vont encaisser, les cousins, ils vont pouvoir les réinjecter dans le marché. Là, c'est pareil, tu vois. Et tu vois qu'à chaque fois, ça concorde avec fin 2024. Hein. Le halving, El Famoso aussi. Hein. Le halving, c'est plus tôt. C'est avril. C'est dans avril 2024. J'ai regardé, c'est dans 100 jours à peu près. Voilà. Sinon, oui, il y a CryptoHank aussi que vous pouvez utiliser. Tout à fait, je suis d'accord, j'utilise beaucoup. C'est super intéressant pour voir un peu les fonds levés. Ensuite, Bitcoin, les frais de transaction de BTC dépassent celles de ceux. Putain de merde, j'ai fait une... Ceux du réseau Ethereum.
Donc là, c'est CryptoFees. Là, on n'est pas au prime, mais c'est quand même toujours le cas. Avec ces histoires d'inscription et compagnie, eh bien, les frais sur Ethereum sont au plus haut. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par frais? C'est ce que les Les gens frais sont sur prêts à Bitcoin. payer au réseau, Ouais. faire tourner la machine, sécuriser le réseau et donc payer les mineurs ou les validateurs de blocs. Ah, il mange là. Voilà. Ah là, ça Je mange croyais que bien. les inscriptions c'était de la merde. Mais en attendant, il Ouais. mange. Donc c'est assez marrant de montrer à quel point des choses qui peuvent être assimilées à des bugs, etc., au final financent les personnes qui les critiquent. Ouais. Et accessoirement, donc on a le hash rate de Bitcoin qui continue d'exploser. Donc là, on voit une charte de blockchain.info. Donc ça veut dire que si le hash rate augmente tous les 15 jours, la difficulté augmente. Donc ça devient plus difficile pour les mineurs de casser les blocs et de récupérer la récompense. Donc il faut absolument que les frais de transaction sur le réseau augmentent pour que les mineurs puissent s'y retrouver. Sinon, bah, tu vas forcément avoir les mineurs qui ont l'électricité la plus chère ou le matériel le plus cher qui vont débrancher en premier. Voilà, c'est une concurrence constante. Mais vous voyez que malgré tout ça, le hash rate, la puissance de calcul aussi, donc il y a toujours des gens qui y retrouvent leur compte. Est-ce que ça durera dans le temps au futur halving? Je sais pas, hein, parce que prochain block reward, on passe de 6,25 à 3 et quelques. Il y a intérêt que le Bitcoin On il n'est pas monte en déjà passé valeur. à 3 ? Bah non, c'est au halving, donc c'est Ah ouais, en avril ouais, ça arrive 2024. très bientôt, ouais. Ouais. D'ailleurs, faut taper quoi? C'est compte à rebours Bitcoin Coin Academy. Ça va se passer approximativement le 14 je suis avril. bon, hein. 100 jours. Voilà, c'est approximatif. Pourquoi? Parce que ça dépend de la puissance de calcul sur le réseau. Et en fonction de l'évolution positive ou négative de la puissance de calcul sur le réseau, la date est décalée un tout petit peu à quelques jours ou En semaines fonction du près. numéro du bloc aussi, hein, tout simplement, et de la vitesse à laquelle on va. Ensuite, on a donc l'affaire Terra Luna, ou pour être plus précis, Terraform Labs, l'entreprise derrière, où le juge donne raison à la SEC. Cette fois, il est question de dire que l'entreprise aurait vendu des securities, des titres, sans avoir eu le feu vert du régulateur. Et on ne voit pas de jetons encore dans les noms spécifiés, mais on voit l'UST, donc le stablecoin, le Luna, le Wrapped Luna, mais aussi le jeton MIR de Mirror Protocol. Et ça, c'est un cas très intéressant parce que souvenez-vous, sur Mirror Protocol, on pouvait trader des actions tokenisées. C'était des actions américaines. Donc, normalement, tu as besoin, dans un monde régulé, d'avoir l'autorisation de proposer des actions américaines. Là, ils se sont cachés derrière la fameuse décentralisation pour le faire. Et ben, le régulateur leur a dit, bah, écoute, ta décentralisation, Coco, tu vas te la mettre dans le fion avec ton hardware wallet Trésor parce que là, tu vas manger. Voilà. Donc, il n'y a pas de quoi se réjouir de cette affaire parce que ça veut dire que potentiellement, là, aujourd'hui, la jurisprudence, elle est facile. Elle, sur Terra Luna, il y a plein de gens qui ont été touchés. Donc, les gens, ils ne vont pas prendre la défense de Do Kwon. Mais les prochains, ça va être qui? Ça va être les protocoles DeFi qui n'en sont pas vraiment. Parce que derrière un protocole DeFi, oui, tu as un smart contract sur la blockchain, mais tu as aussi une interface en ligne qui est disponible sur un site web. Et le site web, il a été acheté par une entité, une personne morale ou une personne physique, et ils vont pouvoir attaquer ces gens-là, potentiellement. Donc, c'est pas quelque chose dont on doit se réjouir, et il y a moyen que le régulateur, la SEC, le régulateur SEC, vienne casser les couilles à d'autres protocoles. Ensuite, on a l'exchange OKEx qui annonce le retrait de coins de confidentialité. Alors, ils vont retirer 11 coins, les voici. Le Monero, le Zcash, le Dash et le Horizen. Alors, en fait, ils veulent tout simplement pas de problème, et dans la même foulée, on sait que potentiellement Binance va de son côté délister le Zcash en 29 février. Je me suis renseigné spécifiquement sur ce sujet-là. En fait, vous savez, il y a cette fameuse réglementation MiCA qui arrive à très grands pas. Et la réglementation dit que les plateformes de trading de crypto doivent empêcher la négociation de cryptoactifs dotés d'une fonction d'anonymisation intégrée, à moins que les détenteurs de ces cryptoactifs et leur historique de transaction puissent être identifiés. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on va prendre le cas de Zcash. Zcash. Zcash, comment ça fonctionne? C'est une crypto-monnaie qui a deux types d'adresses aujourd'hui. On a ce qu'on appelle les adresses transparentes et on a ce qu'on appelle les adresses protégées. Donc, quand tu fais des transactions sur des adresses transparentes, elles sont visibles sur la blockchain. Quand tu fais des transactions protégées, eh ben, les transactions, elles sont intraçables. Binance a posé, je crois que c'est Binance, a posé un ultimatum à Zcash en leur disant, si vous mettez à jour votre en créant un espèce de type d'adresse où ces adresses-là, pour les et pour les personnes qui reçoivent, on est sûr qu'elles ne puissent jamais recevoir des transactions anonymes, et ben nous, c'est bon. Parce qu'en fait, on dit juste au régulateur, bah, nous, on autorise que les transactions traçables, vous continuez d'être listé
chez nous et après les utilisateurs ils font ce qu'ils veulent. Ça devient leur problème. Problème, c'est que côté intégration sur le protocole Zcash, bah, malheureusement, ils ont peur qu'ils n'y arriveront pas à temps. Donc, s'ils n'y arrivent pas à horizon 29 février 2024, eh bien, ça va être délisting. Voilà, très intéressant. Et donc, pour revenir sur les monnaies qui ont été... On voit aussi donc Monero. Donc, Monero, il n'y a même pas de discussion, c'est intraçable par défaut. On voit l'Orizen qui est un fork du cash. Donc, en fait, il faudrait intégrer la même chose. Donc, j'imagine que c'est niet dans les délais. Et on voit le Dash. Et Dash, c'est à peu près la même chose. En fait, tu as plusieurs types de transactions. Tu as des transactions par défaut visibles. Tu as des transactions très rapides, elles aussi visibles. Et tu as des transactions dites coin mixées, où on reproduit un peu le modèle du Monero, de l'ancien Monero, parce que Monero s'est mis à jour ensuite pour rendre ça encore plus anonyme. Mais du coup, tu as quand même une partie des transactions Dash qui sont anonymes. Et donc, bah, toujours la même chose. Fin du game pour eux. Et donc là, ça va commencer avec OKEx et Binance. Et vous inquiétez pas que tous les exchanges vont y manger. Et puis la prochaine fois, quand ça vous fait peur, autre chose, ça va être extrêmement désagréable. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, tout ce qui est Zero Knowledge Proof, c'est utilisé pour les layers 2, pour la gestion de preuves, de trucs comme ça, très peu pour l'anonymat. Mais il se pourrait que les régulateurs commencent à casser les couilles à tous les projets qui font de la Zero Knowledge aussi, parce que Zero Knowledge peut permettre l'anonymat. Donc on va suivre ça avec attention. Si tu as bien aimé cette vidéo condensée, sache qu'elle est extraite de notre chaîne YouTube Coin Academy. Du coup, si tu veux voir l'interview complète, je te laisse cliquer sur la miniature dans l'outro ou alors tu peux passer tout simplement par le lien dans la description.